La lumière crue du studio de télévision me semblait irréelle. En face de moi, sous un maquillage impeccable qui ne parvenait pas à cacher sa pâleur, se tenait ma fille, Gisèle. Entre nous, une table en verre, froide et impersonnelle comme le gouffre qui nous séparait désormais. La voix de la présentatrice, douce mais incisive, résonna dans le silence pesant. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ce soir, nous assistons à une confrontation qui a ému et choqué la France entière. Une mère, une fille, et une vérité qui doit éclater. Mes yeux croisèrent ceux de Gisèle. Il n'y avait plus d'amour, seulement le reflet glacial d'une ennemie. Comment en étions-nous arrivés là? Tout avait commencé par une simple tasse de café. Un mardi après-midi ordinaire. Quelques semaines plus tôt. Ce mardi-là, comme tous les mardis, je suis arrivée chez ma fille Gisèle pour notre café hebdomadaire. À 68 ans, ces visites étaient le point culminant de ma semaine. J'avais élevé Gisèle toute seule depuis qu'elle avait 3 ans, enchaînant les doubles journées de travail comme couturière pour qu'elle ne manque jamais de rien. Aujourd'hui, même si je vivais dans un modeste 2 pièces, je mettais toujours un peu d'argent de côté pour lui apporter quelque chose. Des pâtisseries de sa boulangerie préférée. Une petite plante pour son jardin. Ou simplement ma présence, que je croyais encore précieuse. J'ai sonné. Un sourire aux lèvres. Mon sac à main dans une main et mon manteau plié sur le bras. La maison de Gisèle était magnifique. 2 étages. Une façade moderne et un jardin parfaitement entretenu que j'avais moi-même aidé à planter des années auparavant. Chaque fois que je venais, je ressentais un mélange de fierté et de mélancolie en voyant tout ce que ma fille avait accompli. Gisèle a ouvert la porte avec son expression habituelle. Celle de quelqu'un qui accomplit une tâche obligatoire. Salut, maman. Entre vite. J'ai de la visite. Elle m'a dit cela sans même me regarder. Les yeux rivés sur son téléphone. Ses cheveux bruns étaient impeccablement coiffés. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais en vêtements en 6 mois. Dans le salon, 3 de ses amies étaient assises. Il y avait Valérie, une brune aux yeux doux qui me saluait toujours avec respect, et 2 autres femmes qui ont à peine levé la tête de leur téléphone quand je suis entrée. La maison sentait le café de luxe et les gâteaux chers. Un monde loin de mon café soluble et de mes biscuits secs. Les meubles étaient élégants. Design. Chaque objet de décoration semblait avoir été choisi par un professionnel. Je me demandais sans cesse comment Gisèle avait pu connaître un tel succès avec son agence de conseil. Alors que moi, j'avais du mal à boucler mes fins de mois avec ma petite retraite. Je me suis assise dans le coin du canapé où je me mettais toujours, me sentant petite et invisible pendant qu'elles discutaient de leur vie parfaite, de leur carrière brillante et de leurs projets pour le week-end. Elles parlaient de restaurants exclusifs et de voyages en Europe qui coûtaient l'équivalent de mon revenu annuel. Gisèle m'a servi mon café dans une tasse ébréchée, bien différente des tasses en porcelaine fine qu'elle utilisait pour ses amis. Pendant 1 heure, j'ai écouté en silence, souriant quand il le fallait, sentant ce nœud familier dans mon estomac, celui qui apparaissait toujours en présence de ma fille. Quelque chose avait changé en elle ces derniers mois. Ses regards étaient plus froids, ses réponses plus sèches, comme si ma simple existence l'irritait. Quand je lui posais des questions sur son travail ou sa vie, elle répondait par des monosyllabes ou changeait de sujet. Elle ne me racontait plus ses problèmes, ne me demandait plus mes conseils, ne me serrait plus dans ses bras en partant comme avant. C'était comme si elle avait construit un mur de verre entre nous. Et je ne comprenais pas pourquoi. Ses amis continuaient leur conversation, m'ignorant complètement. J'entendais des bribes de phrases sur des investissements, des biens immobiliers,
Des affaires lucratives. L'une d'elles a mentionné quelque chose à propos de « régler les problèmes de famille », et elles ont toutes ri d'une manière qui m'a mise mal à l'aise. Valérie a été la seule à ne pas rire. En fait, elle m'a regardée avec une expression étrange. Presque de la pitié. Quand j'ai annoncé que j'allais partir, Gisèle a à peine levé les yeux de son téléphone. D'accord. Maman. On se voit la semaine prochaine? A-t-elle dit avec cette voix sans émotion qui me blessait tant. Elle ne m'a pas proposé de rester pour dîner? Ne m'a pas demandé comment j'allais? N'a montré aucun intérêt pour mon bien-être. Je me suis levée lentement, sentant le poids de mon âge dans mes articulations. J'ai pris mon manteau posé sur le dossier d'une chaise et je me suis dirigée vers la porte. C'est alors que j'ai senti une main douce toucher mon bras. C'était Valérie. Elle s'était approchée silencieusement pendant que je me préparais à sortir. Son jeune visage affichait une gravité que je ne lui avais jamais vue. Madame de Lavigne? J'ai besoin d'une minute? A-t-elle murmuré avec urgence, jetant un regard en arrière pour s'assurer que Gisèle ne nous voyait pas. Ses yeux trahissaient une inquiétude qui m'a glacé le sang. D'un mouvement rapide et discret, elle a glissé quelque chose de petit dans la poche de mon manteau. C'est à propos de votre fille. Lisez ça en arrivant chez vous. C'est très important? A-t-elle chuchoté si bas que j'ai à peine entendu. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai voulu demander ce qui se passait. Ouvrir la bouche pour exiger une explication. Mais elle s'était déjà éloignée, faisant semblant de chercher quelque chose dans son sac. Les mains tremblantes. Je l'ai regardée, essayant de déchiffrer son expression. Mais Valérie a évité mon regard et est retournée rapidement vers le groupe. Je suis sortie de cette maison les jambes flageolantes, sans comprendre ce qui venait de se passer. L'air frais de l'après-midi n'a pas réussi à calmer l'anxiété qui commençait à grandir dans ma poitrine. Pendant tout le trajet du retour, le poids de ce papier dans ma poche me semblait être une bombe sur le point d'exploser. Valérie ne s'était jamais comportée ainsi. Son expression urgente, la manière secrète dont elle m'avait donné ce mot. Tout me disait que quelque chose de terrible était sur le point d'être révélé. Le voyage en bus pour retourner dans mon quartier de la Croix-Rousse m'a paru une éternité. Chaque feu rouge, chaque arrêt, chaque minute qui passait augmentait mon désespoir d'arriver chez moi et de lire ce mot. Mes mains étaient moites. Mon cœur battait si fort que je pensais que les autres passagers pouvaient l'entendre. Je suis arrivée dans mon petit appartement le cœur battant à tout rompre. J'ai monté les escaliers 2 par 2 malgré mon âge. J'ai fermé la porte à double tour et je me suis appuyée contre elle, respirant profondément. Le silence de mon appartement ne m'avait jamais paru aussi lourd. Les mêmes meubles anciens? Les mêmes rideaux usés? Les mêmes photos de Gisèle enfant, souriant sur les étagères. Tout semblait normal. Mais je savais que plus rien ne serait jamais pareil après avoir lu ce papier. Les mains tremblantes, j'ai sorti le mot plié de ma poche. C'était une petite feuille de papier froissé, écrite à la main d'une écriture hâtive. Les premiers mots que j'ai lus m'ont coupé le souffle et m'ont fait chanceler jusqu'à tomber sur mon vieux canapé. Madame de Lavigne, je suis désolée de devoir vous écrire ceci, mais je ne peux pas me taire. Votre fille Gisèle et son petit ami, Daniel, prévoient de vous faire interner dans une maison de retraite la semaine prochaine. J'ai tout entendu. Ils disent qu'ils ont déjà choisi l'endroit et qu'ils vont vendre votre appartement pour récupérer l'argent. Vous ne savez pas à quel point ça me fait mal de vous dire ça. Mais vous méritez de savoir. Si vous le pouvez, retrouvez-moi demain au café Le Progrès à 15h. J'ai d'autres preuves à vous montrer. Valérie. Les mots dansaient devant mes yeux, comme s'ils étaient écrits dans une langue que je ne pouvais pas comprendre. J'ai lu le mot 1 fois, 2 fois, 3 fois.
espérant que le message changerait. Que ce serait une mauvaise blague. Que mes yeux me trompaient. Mais c'était bien là. L'écriture claire et tremblante de Valérie. Chaque mot comme un coup de poignard direct dans le cœur. Ma propre fille. La petite fille que j'avais portée dans mes bras toute la nuit quand elle avait de la fièvre. L'adolescente rebelle pour qui j'avais travaillé jusqu'à l'aube pour payer des cours d'anglais et de piano. La jeune étudiante pour qui j'avais vendu les bijoux de ma mère afin de financer ses études. Cette même Gisèle voulait maintenant se débarrasser de moi comme si j'étais un vieux meuble encombrant. Je me suis levée du canapé. Comme un automate. Et j'ai marché jusqu'au miroir du couloir. La femme qui me regardait avait 68 ans. Les cheveux grisonnants attachés en un chignon simple. Des rides qui racontaient une vie de travail et de sacrifice. Était-ce cela que Gisèle voyait en me regardant? Un fardeau? Un obstacle? Une vieille femme inutile dont elle devait se débarrasser. Je me suis alors souvenu de tous les signes que j'avais ignorés. Les commentaires sarcastiques sur mon âge. Les fois où elle avait suggéré que je serais plus à l'aise dans un endroit avec des gens de mon âge. La façon dont elle avait commencé à me poser des questions sur mes économies. Sur les papiers de l'appartement. Sur mon testament. Tout cela n'était qu'une préparation pour ce moment. La trahison faisait plus mal que n'importe quel coup physique. Ce n'était pas seulement le projet froid de me faire interner. Mais l'hypocrisie de continuer à m'accueillir chaque semaine. De feindre l'affection tout en organisant mon exil. Depuis combien de temps préparait-elle cela? Des mois? Des années? Cette nuit-là? Je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée. Les yeux fixés sur le plafond. Revivant chaque conversation récente avec Gisèle. Chaque geste. Chaque mot. Maintenant. Tout prenait un sens macabre. Son impatience lors de mes visites. Son refus de me laisser dormir chez elle quand je ne me sentais pas bien. Son insistance sur le fait que j'avais besoin de soins plus spécialisés. Et son petit ami. Daniel. Cet homme au sourire faux qui avait toujours montré un intérêt un peu trop vif pour mes finances. Tout s'emboîtait parfaitement. Le lendemain. Je suis arrivée au café Le Progrès avec un quart d'heure d'avance. J'ai choisi une table dans un coin, d'où je pouvais surveiller l'entrée. Mes mains tremblaient en tenant la tasse de café, qui avait refroidi sans que je m'en rende compte. Valérie est apparue à l'heure, le visage pâle et les yeux rougis, comme si elle avait pleuré toute la nuit. Elle s'est assise en face de moi, sans rien dire au début. Elle a cherché dans son sac et en a sorti son téléphone. Les doigts tremblants. Madame de Lavigne? Ce que je vais vous montrer va vous faire beaucoup de mal. Mais vous devez savoir? M'a-t-elle dit d'une voix étranglée. Elle a posé le téléphone sur la table et a appuyé sur Play pour lancer un enregistrement audio. La voix de ma fille a rempli l'espace entre nous comme un poison. C'est décidé. Daniel. La vieille ne peut plus continuer à vivre seule. Elle est de plus en plus confusée. Honnêtement, elle commence à me fatiguer avec ses visites constantes. J'ai trouvé un EHPAD en périphérie. Ça ne coûte que 1 500 € par mois. Avec ce qu'on tirera de la vente de son appartement, on aura de quoi payer pour 1 an ou 2. Et après on verra. Mon sang s'est glacé. C'était la voix de Gisèle. Claire et sans équivoque. Parlant de moi comme d'un problème à résoudre. D'un coup à gérer. L'enregistrement a continué avec la voix de Daniel. Et si elle résiste? Ta mère n'a pas l'air du genre à se laisser faire facilement. Oh. S'il te plaît. A répondu Gisèle avec un rire cruel que je ne lui avais jamais entendu. C'est une vieille femme de presque 70 ans qui dépend entièrement de moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Où est-ce qu'elle ira? On va lui dire que c'est pour son bien? Qu'elle a besoin de soins spécialisés? Le baratin habituel.
Et si elle fait des difficultés? On l'emmène de force. Qui va écouter une vieille femme confuse? Valérie a arrêté l'enregistrement et m'a regardé. Les larmes aux yeux. Il y a encore autre chose? A-t-elle murmuré. Mais je ne sais pas si vous voulez l'entendre. Joue l'enregistrement. Ai-je réussi à articuler d'une voix rauque? Je dois tout entendre. La suite était encore pire. Le mieux dans tout ça, c'est qu'elle ne se doute de rien. Elle continue de m'apporter ses petits cadeaux chaque semaine, pensant que je suis sa fille chérie. C'est pathétique. En fait, toute sa vie a été comme ça. Toujours à dépendre de moi. Toujours à avoir besoin d'attention. J'en ai assez de faire semblant de m'en soucier. Daniel a ri. Et l'appartement vaut pas mal. Il est dans un quartier qui prend de la valeur. Je pense qu'on peut en tirer 200 000 € facilement. Elle n'a aucune idée de sa valeur réelle. Avec cet argent, on peut enfin faire le voyage en Asie dont on a toujours rêvé. Et il en restera encore pour la nouvelle voiture. Et si elle sort de la maison de retraite plus tard? Gisèle a eu un rire froid. En sortir? Oh. S'il te plaît. Daniel. Une fois qu'elle y sera, elle y restera. J'ai déjà parlé au directeur. Il m'a dit qu'il est très rare qu'une personne de cet âge sorte une fois admise. En plus, on lui dira qu'on a vendu l'appartement pour payer ses soins. Sans maison. Où retournera-t-elle? Quelles options aura-t-elle? L'enregistrement s'est terminé. Et le silence est devenu étouffant. Valérie a rangé son téléphone et a pris ma main sur la table. Je suis tellement désolée. Madame de Lavigne. J'ai enregistré cette conversation hier. Chez Gisèle. Après que vous soyez partis. Ils étaient dans le jardin et ne savaient pas que je pouvais les entendre depuis la fenêtre de la salle de bain. Je ne pouvais pas parler. Les larmes coulaient sur mon visage sans que je puisse les contrôler. Mais à l'intérieur, je sentais quelque chose de plus profond que la tristesse, une fureur glaciale qui commençait à naître dans ma poitrine. Il y a plus. A continué Valérie. Ils ont aussi des messages WhatsApp où ils en parlent. Et j'ai trouvé la brochure de l'EHPAD. Ils ont tout prévu pour lundi prochain. Nous étions jeudi. J'avais exactement 4 jours avant qu'ils n'exécutent leur plan parfait. Valérie a sorti d'autres papiers de son sac, y compris des captures d'écran imprimées de conversations WhatsApp. Les mains tremblantes, j'ai commencé à lire les messages entre ma fille et Daniel. Gisèle, j'ai parlé au directeur de la résidence Les Mimosas. Il a dit qu'ils peuvent la prendre lundi si on apporte les faux papiers médicaux. Mon cœur s'est arrêté. De faux papiers médicaux. Le message suivant était de Daniel. Parfait. Mon amour. Mon cousin, qui est médecin, a déjà fait le certificat disant qu'elle souffre de démence sénile. Ça a coûté 200 €. Mais ça en vaut la peine. Gisèle avait répondu, excellent. Comme ça, elle ne pourra pas se plaindre légalement. D'après le document, elle est mentalement incapable de prendre des décisions. Mes mains se sont mises à trembler violemment. Ils ne se contentaient pas de prévoir de m'interner. Ils avaient falsifié des documents médicaux pour me faire passer pour folle. C'était une trahison si élaborée, si cruelle, que mon esprit refusait de l'assimiler complètement. Madame de Lavigne, a murmuré Valérie. Je sais aussi où il compte vous emmener. C'est un endroit horrible. En grande banlieue. J'ai cherché des avis sur Internet. Les familles se plaignent de mauvais traitements. Nourriture avariée. Manque de médicaments. C'est l'un des moins chers parce que c'est l'un des pires. J'ai levé les yeux du papier, me sentant comme si on m'avait arraché l'âme. Pourquoi? Pourquoi me racontez-vous tout ça?
Pourquoi prenez-vous ce risque pour moi? Valérie a essuyé ses larmes et m'a regardé droit dans les yeux. Parce que ma grand-mère est morte dans un endroit comme ça il y a 3 ans. Ma propre famille l'a abandonnée. Exactement comme votre fille veut vous abandonner. J'étais la seule à lui rendre visite. Et j'ai vu comment elle s'est éteinte peu à peu. Espérant que quelqu'un d'autre vienne. Elle est morte en pensant que personne ne l'aimait. Je ne peux pas laisser la même chose vous arriver. Ces paroles étaient à la fois un baume et un coup de poignard. Une inconnue me montrait plus de compassion que ma propre fille. Gisèle ne sait pas que vous m'aidez. J'espère. J'espère qu'elle ne le découvrira jamais. Je suis son amie depuis l'université. Mais cela m'a ouvert les yeux sur qui elle est vraiment. J'ai toujours pensé que ses commentaires sur vous étaient des plaisanteries. Mais maintenant je vois qu'elle était sérieuse quand elle disait que vous étiez un fardeau. Je suis restée silencieuse, digérant toute cette information dévastatrice. Mais il y avait quelque chose que Valérie ne savait pas. Quelque chose que même Gisèle ne savait pas. Je n'étais pas la vieille femme pauvre et sans défense que tout le monde croyait. Mes parents étaient décédés il y a 5 ans, me laissant un héritage de 100 000 euros. Une somme que j'avais gardée secrète, placée sur un compte d'épargne que seul moi connaissais. J'avais continué à vivre avec ma modeste retraite toutes ces années, feignant la pauvreté, parce que je voulais être sûre que Gisèle m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Quelle amère ironie. Ma précaution avait été inutile. Elle ne m'aimait pas du tout. Valérie. Ai-je dit. Ma voix plus ferme. J'ai besoin de vous demander une autre faveur. Pouvez-vous obtenir plus de preuves? Plus d'enregistrements? Plus de messages? Elle a acquiescé immédiatement. Bien sûr. En fait, j'ai accès à son WhatsApp. Une fois, elle m'a demandé de répondre à un message pour elle. Et elle n'a jamais changé son mot de passe. Parfait. Obtenez tout ce que vous pouvez. Chaque message. Chaque détail. Et si possible, enregistrez d'autres conversations sans qu'ils s'en rendent compte. Valérie m'a regardé avec curiosité. Que allez-vous faire? Madame de Lavigne? Pour la première fois depuis des jours, j'ai esquissé un sourire. Ce n'était pas un sourire de joie, mais quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Je vais donner à ma chère fille exactement ce qu'elle mérite. Cette nuit-là, je suis rentrée dans mon appartement avec une détermination que je ne me connaissais pas. Je n'étais plus la mère dévastée et trahie. J'étais une femme qui avait découvert la véritable nature de la personne qu'elle avait élevée, et qui avait désormais les moyens de riposter. La première chose que j'ai faite a été d'appeler ma banque. Bonjour. Ici Céline de Lavigne. J'aimerais vérifier le solde de mon compte épargne se terminant par 4738. La voix du conseiller au téléphone semblait surprise en me confirmant le montant. Madame de Lavigne? Le solde actuel est de 105 237,50 €. J'ai souri. Les intérêts avaient travaillé en ma faveur durant ces 5 années de silence. Mon deuxième appel a été pour un avocat que j'avais vu dans une publicité à la télévision. Un spécialiste du droit de la famille et de la protection des personnes âgées. Maître Ricardo Dubois. J'ai besoin d'une consultation urgente. C'est au sujet d'un cas d'abus sur personnes âgées et de falsification de documents médicaux. La secrétaire m'a donné un rendez-vous pour le lendemain, à 10 h du matin. Ensuite, je me suis assise sur mon vieux canapé et j'ai commencé à planifier. Pendant 35 ans, j'avais été une mère dévouée, travailleuse et pleine de sacrifices. J'avais fait passer les besoins de Gisèle avant les miens. J'avais renoncé à des relations amoureuses pour me concentrer sur son éducation. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement pour lui offrir la meilleure éducation possible. Et elle m'avait récompensé par la trahison, la cruauté,
Une froideur a glacé le sang. Mais Gisèle avait commis une erreur fatale. Elle avait sous-estimé sa mère. Elle me pensait vieille, sans défense, sans ressources, sans option. Elle n'avait aucune idée que, depuis 5 ans, j'accumulais silencieusement un pouvoir financier, attendant le bon moment pour l'utiliser. Et ce moment était arrivé. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire mon plan. Étape par étape. Premièrement, rassembler toutes les preuves possibles. Deuxièmement, protéger mes biens légalement. Troisièmement, contre-attaquer d'une manière que Gisèle n'attendrait jamais. Et quatrièmement, m'assurer qu'elle paie non seulement pour ce qu'elle avait prévu de me faire, mais aussi pour des années de mépris déguisé en amour filial. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un but clair et les moyens de l'atteindre. Le lendemain, je suis arrivée en avance au cabinet de l'avocat. Maître Dubois. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec un visage aimable mais des yeux perçants qui m'ont immédiatement inspiré confiance. Je lui ai raconté toute l'histoire. Je lui ai montré les enregistrements et les messages que Valérie avait réussi à obtenir. Madame de Lavigne, m'a-t-il dit après avoir examiné tous les éléments. Ceci est très grave. Nous avons ici une falsification de documents médicaux. Un complot en vue d'une escroquerie. Un abus de faiblesse. Et nous pourrions probablement ajouter d'autres charges. Êtes-vous certaine de vouloir poursuivre votre fille en justice? Maître Dubois, ai-je répondu d'une voix ferme. Cette femme a cessé d'être ma fille au moment où elle a décidé de me trahir de cette façon. Je veux qu'elle paie pour tout. Il a hoché la tête et a commencé à prendre des notes. Très bien. Nous aurons besoin de plus de preuves? Mais avec ce que vous avez, nous pouvons déjà commencer. Vous disposez de ressources financières? N'est-ce pas? Seriez-vous prête à engager un détective privé pour rassembler plus de preuves? Engagez qui vous jugerez nécessaire. L'argent n'est pas un problème. Pour la première fois, Maître Dubois a haussé un sourcil de surprise, mais il a continué professionnellement sans poser de questions. Je suis sortie de ce cabinet en me sentant comme une nouvelle femme. Je n'étais plus une victime. J'étais une stratège qui se préparait pour la guerre. Les 3 jours qui ont suivi ont été une montagne russe d'émotions et de découvertes qui m'ont changé à jamais. Valérie s'est révélée plus efficace que je ne l'aurais imaginé. Chaque jour, elle m'envoyait de nouvelles preuves via WhatsApp, plus de conversations, plus d'audio, plus de détails sur le plan macabre que ma fille avait tramé contre moi. Le vendredi matin, j'ai reçu un message qui m'a glacé le sang. Madame de Lavigne, hier soir, j'ai entendu une autre conversation. Il prévoit de vous droguer lundi pour que vous ne résistiez pas quand ils viendront vous chercher. Daniel a obtenu des somnifères qu'ils vont mélanger dans votre café. J'ai lu ce message 3 fois avant que mon cerveau ne puisse l'assimiler complètement. Non seulement il voulait m'interner de force, mais il prévoyait aussi de me droguer pour faciliter leur plan. L'image de ma propre fille mélangeant des sédatifs dans ma tasse de café m'a donné la nausée. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois. Maître, j'ai une nouvelle information. Il prévoit de me droguer. Sa réponse a été rapide et ferme. Madame de Lavigne, cela devient un crime très grave. J'ai besoin que vous veniez à mon bureau tout de suite. Avec toutes les nouvelles preuves. Dans son bureau, l'avocat a examiné les nouveaux audios avec une expression de plus en plus sérieuse. Ceci est une tentative de séquestration aggravée? Madame de Lavigne. Avec les somnifères, nous parlons d'une possible accusation d'empoisonnement. Votre fille est en train de commettre des crimes graves. Que pouvons-nous faire pour les arrêter avant lundi? Ai-je demandé.
Nous avons plusieurs options. Nous pouvons déposer une plainte préventive, obtenir une ordonnance restrictive ou... Il a fait une pause et m'a regardé intensément. Nous pouvons leur tendre un piège. Ce mot a résonné à mes oreilles comme une douce musique. Quel genre de piège? Lundi. Vous irez chez elle comme si vous ne saviez rien. Mais nous aurons tout enregistré. En audio et en vidéo cachée. Quand ils essaieront de vous droguer. Quand ils sortiront les faux papiers. Quand les gens de la maison de retraite arriveront. Nous aurons tout enregistré en temps réel. C'est la différence entre les accusés de complot et les prendre en flagrant délit pour tous les crimes. J'ai senti une décharge électrique parcourir mes veines. Est-ce que ce sera sûr? Nous aurons des équipes de soutien à proximité. Au moment où ils confirmeront leur intention de vous droguer, nous interviendrons. Mais nous obtiendrons des preuves irréfutables qui garantiront qu'ils iront en prison. J'ai accepté sans hésiter. Cet après-midi-là, ils ont installé un minuscule microphone sur mes vêtements et une caméra cachée dans la broche que je portais toujours sur mon manteau. Ils m'ont appris à activer un signal de panique si les choses devenaient dangereuses. Le samedi, Valérie m'a envoyé le dernier enregistrement dont j'avais besoin pour comprendre complètement le monstre qu'était devenue ma fille. C'était une conversation entre Gisèle et son petit ami, Daniel. Le vendredi soir. Tu as les médicaments? Demandait Gisèle. Oui. Mon amour. 2 de ces cachets dans son café. Et elle dormira comme un bébé pendant des heures. Assez de temps pour l'emmener à l'EHPAD et faire toutes les démarches. Parfait. Et demain matin? Je vais à la banque pour savoir comment accéder à son compte une fois qu'elle sera internée. Elle doit bien avoir quelques économies de côté. Mon sang a bouilli. Il prévoyait non seulement de m'enfermer, de me droguer et de voler ma maison, mais aussi de voler mes maigres économies. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Et si quelqu'un demande de ses nouvelles après? Insistait Daniel. Gisèle a eu un rire qui semblait venir directement de l'enfer. Qui va demander? Elle n'a pas de frères et sœurs. Ses parents sont morts. Elle n'a pas d'amis proches. Je suis la seule chose qu'elle a au monde. Et une fois qu'elle sera à l'EHPAD, je dirai qu'elle est devenue violente et agressive, que j'ai dû la faire interner pour son propre bien. Qui va croire une vieille femme sénile contre sa propre fille? Tu es génial. Mon amour. Dans une semaine? On aura vendu la maison. L'argent sera sur notre compte. Et on partira pour notre lune de miel en Asie. Et le meilleur dans tout ça, ajouta Gisèle, c'est qu'elle ne saura jamais ce qui s'est passé. Les médicaments que nous allons lui donner provoquent une confusion pendant plusieurs jours. Quand elle se réveillera à la maison de retraite, elle sera tellement désorientée qu'elle pensera qu'elle est vraiment malade. J'ai dû mettre l'enregistrement en pause parce que mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus tenir le téléphone. Ce n'était pas ma fille qui parlait. C'était une étrangère, cruelle et calculatrice, qui avait joué un rôle pendant des années, feignant l'amour tout en planifiant ma destruction totale. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. Quelque chose qui allait leur exploser au visage comme une bombe. J'avais 100 000 € qui pouvaient changer la donne. Et maintenant? J'avais aussi quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, la détermination d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Le dimanche a été le jour le plus étrange de ma vie. C'était comme être dans l'œil du cyclone, sachant que le lendemain, la tempête parfaite allait se déchaîner. J'ai passé des heures à organiser mes affaires les plus importantes, à écrire des lettres que je n'enverrai peut-être jamais, et à repasser mentalement chaque étape du plan. L'après-midi, Maître Dubois est venu personnellement vérifier l'équipement d'enregistrement et revoir les protocoles de sécurité. Madame de Lavigne, êtes-vous sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois que ce sera commencé,
Il n'y aura plus de retour en arrière. Maître. Cela fait 35 ans qu'il n'y a plus de retour en arrière. Demain, je vais simplement mettre fin à ce que ma fille a commencé. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre que j'ai gardée dans le tiroir de ma table de chevet. À qui trouvera cette lettre? Mon nom est Céline de Lavigne. S'il m'arrive quelque chose, je veux que vous sachiez que ma fille Gisèle et son petit ami, Daniel, ont prévu de me droguer et de m'interner illégalement pour voler mes biens. J'ai des preuves de tout. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas pour mon propre bien. C'était par pure cupidité. Ne laissez pas mon histoire se répéter avec d'autres mères. Signé Céline de Lavigne. Après avoir écrit cette lettre, je me suis sentie étrangement en paix. Si quelque chose tournait mal le lendemain, au moins la vérité serait consignée. Mais j'avais le sentiment que je n'aurais pas besoin de cette lettre. J'avais le sentiment que lundi serait le jour où Gisèle découvrirait qu'elle avait complètement sous-estimé la femme qu'il avait mise au monde. Je me suis couchée. J'ai mis mon réveil à 6 heures du matin et, pour la première fois en une semaine, j'ai dormi profondément. Dans mes rêves, j'étais une lionne, se préparant à défendre son territoire. Et à mon réveil, j'allais rugir si fort que toute la ville l'entendrait. Le lundi s'est levé, gris et pluvieux, comme si le ciel anticipait le drame qui allait se jouer. Je me suis levée à 6 heures du matin avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Chaque mouvement était calculé. Chaque respiration avait un but. Je me suis habillée avec mes vêtements les plus simples, le vieux manteau et les chaussures usées que Gisèle critiquait toujours. Je voulais ressembler exactement à la vieille femme vulnérable qu'elle croyait que j'étais. J'ai pris mon petit déjeuner lentement, savourant ce qui pourrait être mon dernier café dans la tranquillité de mon foyer. À 8 heures, mon téléphone a sonné. C'était Maître Dubois, confirmant que toute l'équipe était en position. Madame de Lavigne, nous avons 3 voitures banalisées stratégiquement placées autour de la maison de votre fille. Au moment où vous activerez le signal de panique, nous interviendrons en moins de 2 minutes. Entendu? Maître. On se voit de l'autre côté. À 9h30, Valérie m'a envoyé un dernier message. Madame de Lavigne, le personnel de l'EHPAD vient d'arriver. Ils attendent dans une camionnette blanche à 2 rues de la maison. Gisèle et Daniel ont revu le plan il y a 10 minutes. Ils vous attendent avec le café déjà prêt. Soyez très prudente. Je suis arrivée chez Gisèle à 10 heures précises, comme je le faisais chaque semaine. J'ai sonné, les mains apparemment tremblantes. Mais à l'intérieur, j'étais de l'acier pur. Gisèle a ouvert la porte avec un sourire qui me semblait maintenant être celui d'un serpent. Salut, maman. Tu es ponctuelle comme toujours. Entre. J'ai une surprise pour toi. Sa voix était étrangement douce. Trop douce. C'était la voix qu'elle utilisait quand elle était enfant et qu'elle avait cassé quelque chose qu'elle essayait de cacher. La maison avait une odeur différente ce matin-là. Il y avait un arôme chimique mêlé au café qui m'a immédiatement mise en alerte. Daniel était dans le salon, habillé d'un costume, comme s'il se rendait à une réunion d'affaires importante. Son sourire était encore plus faux que celui de Gisèle. Madame de Lavigne, quel plaisir de vous voir. Nous parlions justement de vous avec Gisèle. J'en suis sûre. Ai-je pensé? Vous parliez de comment me droguer et détruire ma vie. Maman. Assieds-toi ici sur le canapé. Je t'ai préparé ton café préféré. Gisèle m'a tendu une tasse fumante avec ce sourire que je reconnaissais maintenant comme de la pure comédie. La tasse semblait normale. Mais je savais qu'à l'intérieur se trouvaient les comprimés qui devaient me transformer en victime sans défense. Comme tu es attentionnée, ma chérie.
J'ai pris la tasse avec les mains tremblantes d'une vieille femme nerveuse. Mais je ne l'ai pas portée à mes lèvres. C'est très chaud. Je vais le laisser refroidir un peu. J'ai vu Gisèle et Daniel échanger un regard. Ils s'attendaient clairement à ce que je boive le café immédiatement. Maman. Le café est parfait. Bois-le maintenant pendant qu'il est chaud. Comme tu l'aimes. Juste un instant. Ma chérie. D'abord. Raconte-moi comment tu vas. La tension dans l'air était palpable. Daniel gigotait nerveusement sur sa chaise, regardant constamment sa montre. Gisèle a essayé de maintenir une conversation légère, mais sa voix sonnait forcée. Maman. En fait, on voulait te parler de quelque chose d'important. Mais d'abord, bois ton café. J'ai décidé qu'il était temps de commencer mon numéro. J'ai porté la tasse vers mes lèvres. Mais au dernier moment, j'ai fait un tremblement et j'ai renversé tout le contenu sur ma jupe. Oh! Mon Dieu! Comme je suis maladroite. Je suis vraiment désolée. Ma chérie. L'expression de panique sur le visage de Gisèle a été tout ce dont j'avais besoin pour confirmer mes soupçons. Daniel s'est levé immédiatement. Ne vous inquiétez pas. Madame de Lavigne. Je vous prépare un autre café tout de suite. Non. Non. Ce n'est pas nécessaire? Ai-je commencé à dire? Mais Daniel était déjà dans la cuisine. Gisèle s'est assise à côté de moi. Plus près qu'elle ne l'avait été depuis des années. Maman. Pendant que Daniel prépare le café, nous voulions te parler de quelque chose d'important. C'est à propos de ta santé. Voilà. Le scénario commençait. Ma santé? Je me sens bien? Ma fille. Eh bien? Maman. Daniel et moi avons remarqué quelques changements chez toi. De petits oublis. De la confusion. Des moments où tu sembles perdu. Nous pensons que tu as besoin de plus de soins que tu ne peux en avoir en vivant seul. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Gisèle. Daniel est revenu avec une nouvelle tasse de café. Cette fois plus fort. L'arôme chimique était encore plus intense. Madame de Lavigne. Ce que Gisèle essaie de vous dire, c'est que nous avons trouvé un endroit très agréable où vous pourriez être plus à l'aise. Avec des gens de votre âge. Avec des soins médicaux 24 heures sur 24. Mon jeu de vieille femme confuse fonctionnait à merveille. Un endroit? Quel genre d'endroit? C'est comme un hôtel? Maman. Très élégant. Avec de beaux jardins. Des activités pour te divertir. Ce sera comme des vacances permanentes. Mais je vais bien dans ma maison. Gisèle a pris mes mains avec une fausse tendresse qui m'a donné la nausée. Maman. Tu ne vas plus bien. Hier. Tu as appelé en demandant après papa. Et papa est mort il y a 15 ans. La semaine dernière? On t'a trouvé en train de te promener en pyjama dans la rue à 11 heures du soir. C'était des mensonges complets. Je n'avais jamais rien fait de tout cela. Mais cela faisait partie de leur scénario pour justifier mon internement. Je ne me souviens pas de ça. Tu vois. Maman. C'est exactement ce qui nous inquiète. Tes oublis sont de plus en plus fréquents. Daniel m'a tendu la nouvelle tasse de café. Buvez ça. Madame de Lavigne. Ça vous fera du bien. Cette fois. Je ne pouvais plus l'éviter. J'ai pris la tasse. J'ai discrètement activé le signal de panique en touchant la broche de mon manteau. J'ai porté la tasse à mes lèvres. Mais au lieu d'avaler, j'ai gardé le liquide dans ma bouche et j'ai fait semblant d'avaler. C'est très bon. Ma chérie. Merci. Pendant les 10 minutes qui ont suivi, j'ai continué à faire semblant de siroter le café drogué.
Pendant que Gisèle et Daniel m'expliquaient les merveilles de la maison de retraite où ils prévoyaient de m'enfermer. Ils décrivaient des chambres confortables. Une nourriture délicieuse. Des activités récréatives. Tout cela pour faciliter mon déménagement. Et quand devrais-je aller dans cet endroit? Ai-je demandé d'une voix de vieille femme résignée. Gisèle et Daniel se sont regardés. Eh bien, maman. En fait, nous avons déjà tout organisé pour aujourd'hui. Les médecins disent qu'il vaut mieux faire la transition rapidement pour éviter l'anxiété. Mais je n'ai pas apporté de vêtements. Ne t'inquiète pas. Maman. On a déjà emballé toutes tes affaires importantes. Elles sont dans la voiture. J'ai senti une fureur volcanique monter dans ma poitrine. Mais je l'ai gardée cachée sous mon masque de confusion. Ils avaient emballé mes affaires sans ma permission. Comme si j'étais un objet que l'on pouvait déplacer d'un endroit à un autre. À ce moment-là, j'ai entendu la sonnette. Gisèle s'est levée rapidement. Ce doivent être les médecins qui viennent t'accompagner. Elle a ouvert la porte et 2 hommes en uniforme sont entrés. Suivis d'une femme en blouse blanche qui n'était clairement pas médecin, mais une employée de la maison de retraite. Ils transportaient un fauteuil roulant. Bonjour. Madame de Lavigne. Nous sommes de la résidence Les Mimosas. Nous venons vous accompagner dans votre nouvelle résidence. C'était le moment de vérité. Le café drogué aurait dû faire effet. Mais j'étais complètement alerte. J'ai décidé de faire semblant que les comprimés commençaient à agir. Je me sens un peu étourdie. Ai-je murmuré, laissant ma tête tomber un peu. C'est normal. Maman. C'est juste le changement de routine. M'a rassuré Gisèle d'une voix attentionnée pour les étrangers. Mais je pouvais voir la satisfaction dans ses yeux. Un des hommes s'est approché avec des papiers. Madame Gisèle. Nous avons besoin que vous signiez l'autorisation d'admission ici. Gisèle a pris les papiers sans hésiter. Parmi eux se trouvait le faux certificat médical déclarant que je souffrais d'une démence sénile grave. Il est indiqué ici que votre mère a un diagnostic de démence avancée avec des épisodes d'agressivité. Est-ce correct? Oui. Tout à fait. Ça a été très difficile pour nous. Nous n'arrivons plus à gérer la situation à la maison. Il signait ma condamnation sociale sur la base de documents entièrement faux. Mais chaque mot, chaque signature, chaque mensonge était enregistré en haute définition. Madame de Lavigne? Pouvez-vous marcher ou avez-vous besoin du fauteuil roulant? J'ai feint encore plus de confusion. Non. Je ne comprends pas où nous allons. Calmez-vous. Madame. Nous allons dans un endroit où vous serez mieux soignée. L'homme a commencé à s'approcher pour m'aider à me lever du canapé. Et à cet instant précis, j'ai entendu le plus beau son du monde, des sirènes de police approchant à grande vitesse. L'expression sur le visage de Gisèle est passée instantanément de la fausse compassion à la terreur pure. Le son des sirènes devenait plus fort à chaque seconde. Et j'ai vu la couleur disparaître complètement du visage de Gisèle. Daniel a bondi du canapé comme s'il avait reçu un choc électrique. Qu'est-ce que c'est? A-t-il murmuré d'une voix tremblante. Les employés de la maison de retraite semblaient également nerveux. Madame Gisèle. Vous attendiez une visite officielle aujourd'hui? Gisèle a secoué la tête frénétiquement. Mais je pouvais voir la panique grandir dans ses yeux. C'était le regard de quelqu'un qui sait que son monde parfait est sur le point de s'effondrer. Ce doit être une urgence dans le quartier? A-t-elle tenté d'expliquer d'une voix étranglée? Mais les sirènes se sont arrêtées exactement devant la maison. Le bruit des portières de voitures qui claquent? Des voix d'autorité et des pas fermes se rapprochant de la porte. J'ai décidé que c'était le moment parfait pour la première révélation. Je me suis levée du canapé avec une agilité qui a laissé tout le monde bouche bée. Ma voix a complètement changé.
passant de celle de la vieille femme confuse à celle de la femme déterminée que j'étais vraiment. En fait, Gisèle, c'est la police. Et ils sont venus pour toi. La commotion dans le salon fut totale. Daniel recula comme s'il avait vu un fantôme. Les employés de la maison de retraite échangèrent des regards de panique absolue. Mais l'expression de Gisèle fut la plus satisfaisante, un mélange parfait de terreur, de confusion et la lente prise de conscience qu'elle avait été complètement déjouée. Maman. Qu'est-ce que tu racontes? À cet instant, on frappa à la porte avec autorité. Une voix puissante cria, « Police! Ouvrez immédiatement !» Je me dirigeai moi-même vers la porte, ignorant complètement les employés de la maison de retraite qui tentaient de m'arrêter. Permettez-moi. Je les ai invités. J'ouvris la porte et 5 policiers entrèrent, suivis de Maître Dubois et d'un inspecteur que j'avais rencontré la veille. « Bonjour. Madame de Lavigne. Vous allez bien? » demanda l'inspecteur. « Parfaitement bien. Inspecteur. Comme vous pouvez le voir, je ne souffre pas de démence. Je n'ai pas besoin de fauteuil roulant et je n'ai certainement pas besoin d'être interné dans une maison de retraite. » Daniel tenta de s'enfuir par la porte de derrière, mais 2 policiers avaient déjà encerclé la maison. Ils le maîtrisèrent avant qu'il n'ait pu faire 3 pas. Gisèle était toujours en état de choc. « Je ne comprends pas. Maman. Qu'est-ce qui se passe? » « Ce qui se passe, ma chère fille, c'est que je sais absolument tout de votre plan. Je sais pour les somnifères dans le café. Je sais pour les faux documents médicaux. Je sais pour la vente de mon appartement. Et je sais exactement ce que tu penses de moi. » L'inspecteur s'approcha des employés de la maison de retraite. « Mesdames, nous avons besoin de voir tous les documents que vous avez apportés aujourd'hui. » La femme en blouse blanche, tremblante, lui tendit le dossier. L'inspecteur l'examina rapidement et siffla. Incrédule. Certificat médical signé par le docteur Robert Candeia. Daté d'il y a 3 jours. Le problème, c'est que le docteur Candeia a perdu sa licence il y a 2 ans pour falsification de documents. Ce certificat est une fraude complète. Il se tourna vers Daniel, qui était déjà menotté. « Monsieur, vous allez devoir nous accompagner pour répondre à quelques questions sur la falsification de documents médicaux et le complot en vue d'une escroquerie. » Gisèle réagit enfin. Non pas avec des remords, mais avec fureur. « C'est ridicule. Elle est sénile. Elle a besoin de soins. Je suis sa fille et j'ai le droit de prendre des décisions pour elle. » L'inspecteur sourit froidement. « Mademoiselle, votre mère a démontré être en pleine possession de ses facultés mentales. De plus, nous avons des enregistrements audio où vous planifiez de la droguer, de l'interner contre sa volonté et de lui voler ses biens. Cela s'appelle une séquestration aggravée, une escroquerie et un abus de faiblesse. Des enregistrements? C'est impossible. » Je touchai la broche de mon manteau et je souris. Non seulement des enregistrements audio, ma chérie, mais aussi une vidéo en haute définition de toute la conversation de ce matin. Le visage de Gisèle se transforma en un masque de haine pure. Il ne restait plus aucune trace de la fille aimante qu'elle avait prétendu être pendant des années. « Tu es une vipère manipulatrice. Tu as toujours été un fardeau. Tu as gâché ma vie. Voilà. La vraie Gisèle. » dis-je calmement. Celle qui planifie de droguer sa mère. Qui falsifie des documents médicaux. Qui veut voler ma maison et mes économies. L'inspecteur prenait note de chaque mot. Mademoiselle Gisèle, ajouta l'inspecteur. Nous avons également des enregistrements de conversation où vous discutez du projet de vendre la propriété de votre mère sans son consentement.
Est-il vrai que vous n'avez aucun pouvoir légal sur ces biens? Gisèle resta silencieuse. Mais l'avocat qu'elle devrait engager aurait du mal à expliquer les enregistrements que Valérie avait obtenus. Les employés de la maison de retraite tentèrent de se défiler. Nous n'avons fait que suivre les documents qui nous ont été présentés. Nous ne savions pas qu'ils étaient faux. L'inspecteur se tourna vers eux. La résidence Les Mimosas fait l'objet d'une enquête pour avoir accepté des patients avec une documentation douteuse et pour les conditions de vie dénoncées par d'anciennes familles. Vous aussi. Vous allez devoir répondre à des questions. Au milieu de ce chaos, Gisèle fit une dernière tentative de manipulation. Maman. S'il te plaît. Je suis ta fille. Tu ne peux pas me faire ça. Je m'approchai d'elle, la regardant droit dans les yeux pour la première fois avec la froideur qu'elle méritait. Gisèle. Tu as cessé d'être ma fille au moment où tu as décidé de me trahir de la manière la plus cruelle qui soit. Une vraie fille ne droguerait jamais sa mère. Une vraie fille ne falsifierait jamais de documents médicaux pour voler. Une vraie fille ne parlerait pas de sa mère comme si elle était un déchet à jeter. Mais je voulais seulement. Tu voulais seulement te débarrasser de moi pour mettre la main sur mes biens. Mais tu as commis une erreur fatale. Ma chérie. Tu pensais que j'étais une vieille femme sans défense et sans ressources. Je sortis de mon sac les relevés bancaires que j'avais apportés comme preuve supplémentaire. Il se trouve que j'ai 105 000 € à la banque. De l'argent que j'ai gardé secret pendant 5 ans. De l'argent que tu ne verras jamais. Parce que je vais l'utiliser pour m'assurer que tu paies pour ce que tu as fait. L'expression de Gisèle passa à une cupidité désespérée, mêlée à une incrédulité totale. 100 000 €? Tu mens. Je montrai les papiers de la banque à l'inspecteur, qui vérifia l'information et hocha la tête. Madame de Lavigne? Vos comptes bancaires montrent en effet cette somme. Ce qui rend la tentative de fraude de votre fille encore plus grave. Gisèle s'effondra sur une chaise, comprenant enfin l'ampleur de son erreur. Non seulement elle avait manqué l'occasion de voler mes biens, mais elle était tombée dans un piège parfaitement construit, en utilisant sa propre cupidité comme appât. Daniel et moi. On voulait juste. Commença-t-elle à bégayer. Vous vouliez juste détruire ma vie pour financer votre voyage en Asie. Les jeux interrompus. Je sais tout. Gisèle. Chaque conversation. Chaque message. Chaque détail de votre plan parfait. L'inspecteur termina de prendre ses notes et se tourna vers son équipe. Très bien. Nous avons suffisamment de preuves pour procéder aux arrestations. Gisèle de Lavigne. Daniel Matos. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue d'une escroquerie? Falsification de documents médicaux. Tentative de séquestration aggravée et abus de faiblesse. Pendant qu'il lui lisait ses droits, Gisèle me lança un regard d'une haine si intense qu'il me fit réfléchir au temps qu'elle avait passé à feindre de m'aimer. Ça ne se terminera pas ici. Vieille sorcière. Je sortirai et je te le ferai payer. L'inspecteur entendit et ajouta, menace contre la victime. Voilà une autre accusation. Alors qu'ils emmenaient Gisèle et Daniel, menottés, je ressentis un étrange mélange de tristesse et de libération. Tristesse pour la fille que j'avais perdue il y a longtemps sans m'en rendre compte. Libération pour avoir enfin vu la vérité et agi en conséquence. Maître Dubois s'approcha une fois la maison redevenue silencieuse. Madame de Lavigne? Vous avez été parfaite. Nous avons suffisamment de preuves pour qu'ils encourent des années de prison. Merci. Maître. Et maintenant? Maintenant? La deuxième phase du plan commence. Il est temps que le monde sache qui est vraiment Gisèle de Lavigne. Les jours qui suivirent les arrestations furent un tourbillon d'activités juridiques et médiatiques que je n'aurais jamais imaginé vivre. Maître Dubois n'avait pas exagéré en disant que la deuxième phase serait cruciale.
Pendant que Gisèle et Daniel attendaient en détention provisoire leur audience de libération sous caution, je me préparais pour la bataille la plus importante, détruire complètement l'image publique qu'ils avaient construite aux dépens de ma souffrance. Le mercredi matin, 3 jours après les arrestations, mon téléphone sonna. C'était Valérie. La voix tremblante. Madame de Lavigne, vous devez regarder les réseaux sociaux. Gisèle a été libérée sous caution et elle fait quelque chose de terrible. Je m'assis devant l'ordinateur que j'avais acheté la veille. Sur les conseils de Maître Dubois concernant la nécessité d'une présence numérique. Ce que j'ai vu a provoqué en moi un mélange d'indignation et de satisfaction perverse. Gisèle avait posté une vidéo sur Instagram qui avait déjà plus de 50 000 vues. Dans la vidéo, ma fille apparaissait les larmes aux yeux, assise dans ce qui semblait être le salon de sa maison, avec un éclairage parfait qui faisait briller ses larmes comme des gouttes de cristal. Sa performance était digne d'un Oscar. Bonjour tout le monde. Je dois partager avec vous la situation la plus douloureuse de ma vie. A-t-elle commencé d'une voix étranglée. Ma mère, qui souffre d'une démence sénile avancée, a été manipulée par des personnes sans scrupules pour m'accuser de choses terribles que je n'ai jamais faites. J'ai mis la vidéo en pause, sentant la fureur monter en moi. L'effronté jouait la carte de la victime, se présentant comme la fille aimante trahie par une mère folle. Elle a continué, depuis des mois. J'essaie d'obtenir une aide professionnelle pour maman, car ces épisodes de confusion et d'agressivité devenaient dangereux. Lundi, quand j'ai enfin réussi à faire venir des médecins pour l'évaluer, elle a eu une crise psychotique et a appelé la police, inventant une histoire fantaisiste selon laquelle je voulais lui faire du mal. Les commentaires sous la vidéo me brisèrent le cœur. C'est terrible. Gisèle. Je te soutiens complètement. Les personnes âgées atteintes de démence peuvent devenir très manipulatrices. Tu es une fille merveilleuse de ne pas l'abandonner. Mais ce qui m'a le plus enragée, c'est sa conclusion. Je vous demande à tous de prier pour ma mère, car la maladie lui a volé sa capacité à distinguer la réalité de ses fantasmes. Et je vous demande aussi de prier pour moi, car malgré tout, je continue d'aimer la femme qui m'a élevée, même si elle n'est plus la même personne. La vidéo avait des centaines de commentaires de soutien et avait été partagée des milliers de fois. Gisèle était en train de se construire une armée de sympathisants basée sur de purs mensonges. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois. Maître, vous avez vu la vidéo? Je l'ai vue. Madame de Lavigne. C'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Nous avons maintenant la preuve qu'elle continue de vous diffamer publiquement même après son arrestation. C'est parfait pour notre contre-attaque. Quel est le plan? Demain matin, nous lancerons notre propre campagne. Mais ce ne sera pas une simple vidéo de réponse. Ce sera une présentation complète avec toutes les preuves, les témoignages et les documents qui prouvent la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Mais ce n'était pas par anxiété. C'était par anticipation. Le moment de montrer au monde le vrai visage de ma fille était arrivé. Le jeudi, à 9 h du matin, je suis arrivé au studio que Maître Dubois avait loué pour l'enregistrement. C'était un espace professionnel avec des caméras, des lumières et une équipe de production qui me fit sentir comme une star de cinéma. Madame de Lavigne, nous allons enregistrer cela comme un court documentaire, m'expliqua le réalisateur. Nous voulons que vous racontiez votre histoire depuis le début. Avec calme, avec dignité, et que vous laissiez les preuves parler d'elles-mêmes. Pendant 3 heures, j'ai enregistré mon témoignage complet. J'ai parlé des 35 années de sacrifice, des signes que j'avais ignorés, de la douleur de découvrir la trahison. Mais le plus important, j'ai présenté chaque preuve de manière systématique et dévastatrice.
Nous avons diffusé les enregistrements audio où Gisèle planifiait de me droguer. Nous avons montré les faux documents médicaux. Nous avons présenté les messages WhatsApp où elle parlait de voler ma maison. Nous avons inclus le témoignage de Valérie, expliquant comment elle avait découvert le plan. Et nous avons terminé avec les enregistrements vidéo du jour de la tentative d'internement, où l'on pouvait voir clairement ma lucidité et la cruelle manipulation de Gisèle. Mais la cerise sur le gâteau fut quelque chose que personne n'attendait. Maître Dubois avait réussi à contacter 3 familles de victimes de la résidence Les Mimosas, l'EHPAD où il prévoyait de m'interner. Ces personnes ont raconté des histoires horribles d'abandon, d'abus et de négligence qui m'ont glacé le sang. Une dame de 72 ans, les larmes aux yeux, a raconté « Mon fils m'a interné là-bas avec de faux documents. Lui aussi. J'ai passé 8 mois sans recevoir mes médicaments pour le diabète, à manger de la nourriture avariée, suppliant pour que quelqu'un vienne me rendre visite. J'ai failli mourir avant qu'un voisin ne remarque mon absence et ne vienne me chercher. » La vidéo a été intitulée « La vérité sur Gisèle Delavigne, quand les enfants trahissent ». Elle durait 45 minutes et était un chef-d'œuvre de documentation et de justice. Nous l'avons publiée simultanément sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok à 18h le jeudi. Maître Dubois avait également engagé une équipe de communication pour maximiser sa diffusion. Les résultats furent immédiats et dévastateurs pour Gisèle. Dans les 2 premières heures, la vidéo a atteint 100 000 vues. À 20h, elle avait atteint 500 000. À minuit, elle était en tête des tendances nationales. Mais le plus satisfaisant, ce furent les commentaires sur la vidéo originale de Gisèle. Les gens avaient commencé à faire le lien. C'est la Gisèle de la vidéo de Madame Delavigne. Quelle manipulatrice! Je pensais qu'elle était une fille aimante. Mais c'est une criminelle. Pauvre Madame Delavigne. Sa fille a failli la tuer. Le vendredi matin, la vidéo de Gisèle avait été signalée en masse et supprimée pour diffusion de fausses informations. Ses réseaux sociaux étaient inondés de commentaires négatifs. Elle avait perdu des milliers d'abonnés en une nuit. Mais Gisèle n'allait pas abandonner si facilement. Le vendredi après-midi, elle fit ce que Maître Dubois décrivit comme « l'erreur finale ». Elle organisa une diffusion en direct sur Instagram pour « se défendre de ces attaques calomnieuses ». J'étais prête. Avec Maître Dubois à mes côtés et toutes mes preuves organisées, je me suis connectée à la diffusion en direct en tant que spectatrice, attendant le moment parfait pour intervenir. Gisèle semblait plus désespérée qu'avant, sans le maquillage parfait de la première vidéo. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges d'avoir pleuré ou de ne pas avoir dormi. Je ne peux pas croire que les gens croient aux mensonges d'une femme qui souffre clairement de problèmes mentaux. Commença-t-elle d'une voix agressive. Ma mère a toujours été manipulatrice. Mais maintenant sa maladie l'a rendue cruelle et vengeresse. Elle avait plus de 10 000 personnes qui regardaient la diffusion en direct. Les commentaires étaient partagés entre ceux qui la soutenaient encore et ceux qui la questionnaient durement. Je vais prouver tout de suite que ma mère ment surtout. Continua Gisèle avec une confiance retrouvée. Elle dit qu'elle a 100 000 euros. Mais c'est impossible. C'est une couturière à la retraite qui vit dans un 2 pièces. D'où pourrait-elle sortir autant d'argent? C'était mon moment. J'avais attendu cette occasion parfaite. En utilisant le compte que j'avais créé ce matin-là, j'ai écrit dans les commentaires, « Ma fille, c'est moi. Ta mère. L'argent vient de l'héritage de mes parents, que j'ai gardé secret parce que je voulais être sûre que tu m'aimais pour qui j'étais. Pas pour ce que j'avais. Quelle naïve j'ai été. » Le commentaire fut immédiatement inondé de « j'aime » et de réponses. Gisèle lut le commentaire et son visage devint livide. Ce n'est pas ma mère. Quelqu'un se fait passer pour elle. J'ai écrit un autre commentaire, « Tu veux que je te prouve que c'est moi ?
Je vais te raconter quelque chose que seuls toi et moi savons. Quand tu avais 6 ans, tu es tombé de la balançoire au parc et tu t'es cassé le bras droit. Je t'ai porté à l'hôpital dans mes bras, en courant sur 6 pâtés de maison, parce que nous n'avions pas d'argent pour un taxi. Je t'ai chanté une poule sur un mur toute la nuit pour que tu ne pleures pas de douleur. La diffusion devint complètement silencieuse. Gisèle fixait l'écran avec une expression de terreur absolue. Les commentaires explosèrent. C'est vraiment sa mère. Gisèle ment. Réponds. Gisèle. Le moment du coup de grâce était arrivé. J'ai écrit mon commentaire final dans la diffusion en direct. Celui que j'avais préparé pendant des jours. Gisèle. Puisque tu parles de mensonges, pourquoi ne racontes-tu pas à ton public les enregistrements où tu prévois de me droguer avec des somnifères? Ou à propos du docteur Candeya? Qui a falsifié mon certificat médical? Ou comment tu pensais vendre mon appartement pour partir en lune de miel en Asie avec Daniel? Le chat explosa avec des milliers de commentaires par seconde. Gisèle regardait l'écran comme si elle avait vu un fantôme. Son visage passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce n'est pas vrai? Murmura-t-elle. Mais sa voix n'avait plus la même assurance. Ce n'est pas vrai? Ai-je écrit immédiatement. Tu veux que je diffuse l'audio maintenant? Celui où tu dis à Daniel que je suis pathétique et que toute ma vie a été comme ça. Toujours à dépendre de toi? J'ai l'enregistrement complet. Ma fille. L'audience de la diffusion avait grimpé à plus de 50 000 personnes. Les commentaires étaient implacables. Diffuser l'audio? Madame de Lavigne. Gisèle est une menteuse. Nous voulons entendre les preuves. Justice pour Céline. Gisèle tenta de reprendre le contrôle. Les gens m'attaquent sur la base de mensonges. Ma mère est malade et ne sait pas ce qu'elle dit. Mais j'avais déjà préparé l'artillerie lourde. J'avais coordonné avec Maître Dubois pour qu'il intervienne dans la diffusion à ce moment précis. Il apparut dans les commentaires avec son compte vérifié d'avocat. Mademoiselle Gisèle. Je suis Maître Ricardo Dubois, l'avocat de votre mère. Nous avons des enregistrements vidéo et audio en haute définition où vous admettez avoir planifié de droguer votre mère, de falsifier des documents médicaux et de lui voler ses biens. Tout cela sera présenté au procès la semaine prochaine. L'effet fut dévastateur. Les commentaires devinrent une avalanche d'indignation. C'est vraiment son avocat. Gisèle va aller en prison. Quelle fille indigne. Pauvre dame. Sa propre fille a failli la tuer. Gisèle était en panique totale. Elle se mit à crier à la caméra, c'est un complot. Ma mère me diffame. Elle a toujours été une manipulatrice. Mais chaque mot qu'elle prononçait l'enfonçait un peu plus. Le public pouvait voir le désespoir, le mensonge, la manipulation en temps réel. J'ai décidé de porter le coup de grâce. Gisèle. Puisque tu insistes sur le fait que je suis une manipulatrice, je te fais une proposition publique. Demain à 20h, sur une grande chaîne nationale, nous aurons une confrontation en direct. Toi avec tes preuves, moi avec les miennes. Laissons le public juger qui dit la vérité. La diffusion atteignit 100 000 spectateurs à ce moment-là. La pression publique était étouffante. Gisèle bégaya, je n'ai rien à prouver. Ma mère est malade. Tu as peur? Ma fille? Tu as peur qu'il voie les enregistrements où tu prévois de m'interner dans cet EHPAD horrible? Tu as peur qu'il sache que la résidence Les Mimosas fait l'objet d'une enquête pour abus et négligence? Les commentaires étaient inarrêtables. Accepte la confrontation. Lâche. Si tu n'as rien à cacher, vas-y. On sait déjà qui ment. Finalement. Acculée par la pression publique et sans autre option, Gisèle céda.
D'accord. D'accord. J'y serai demain. Et je prouverai que ma mère ment sur tout. Elle coupa la diffusion immédiatement. Mais il était trop tard. La vidéo de la diffusion en direct fut téléchargée par des milliers d'utilisateurs et commença à circuler sur tous les réseaux sociaux. Cette nuit-là, Maître Dubois m'appela. Euphorique. Madame de Lavigne? C'était parfait. Nous n'aurions pas pu planifier une meilleure destruction publique. La chaîne de télévision a déjà confirmé l'émission spéciale pour demain. Ils vont faire l'audience de l'année. Vous êtes sûre que je suis prête pour ça? Madame de Lavigne? Vous avez la vérité de votre côté et des preuves irréfutables. Gisèle vient de tomber dans son propre piège. Le samedi matin, je suis arrivée dans les studios de la chaîne nationale avec un dossier rempli de documents, une tablette contenant tous les enregistrements, et une tranquillité que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'avais dormi comme un bébé, sachant que j'étais sur le point de clore ce chapitre de la manière la plus définitive possible. Gisèle est arrivée accompagnée d'un avocat qu'elle avait clairement engagé le matin même. Elle semblait amaigrie, nerveuse, consultant constamment son téléphone. Sa confiance artificielle s'était complètement évaporée. L'émission s'appelait « Mère et fille, la confrontation de la vérité » et était diffusée en direct à une heure de grande écoute. L'audience initiale était de 2 millions de téléspectateurs, mais elle atteignit 5 millions dans les moments les plus dramatiques. La présentatrice, une femme nommée Anaïs Girard, nous a présenté avec la gravité que l'affaire méritait. Nous avons ce soir un cas qui a bouleversé la France. Une mère de 68 ans accuse sa fille d'avoir planifié de la droguer et de l'interner illégalement pour lui voler ses biens. La fille, quant à elle, insiste sur le fait que sa mère souffre de démence sénile. Ce soir, nous allons tenter de démêler le vrai du faux. Gisèle a parlé la première. Anaïs, ma mère a un besoin urgent d'aide médicale. Ces accusations sont le résultat d'une maladie mentale qui la consume. Je l'aime profondément et je ne veux que le meilleur pour elle. Sa performance était bonne, mais je pouvais voir la sueur perler sur son front. La façon dont elle évitait de me regarder directement. Madame de Lavigne? Que répondez-vous à cela? Je me suis approchée du micro avec le plus grand calme. Anaïs? Je vais laisser les preuves parler pour moi. J'ai pris ma tablette et j'ai diffusé le premier enregistrement. La voix de Gisèle disant à Daniel que j'étais pathétique et que toute ma vie avait été comme ça. Toujours à dépendre d'elle. Le silence dans le studio fut total. Gisèle est devenue livide instantanément. C'est votre voix? Mademoiselle de Lavigne? Demanda Anaïs. Gisèle bégaya. C'est sorti de son contexte. Sorti de son contexte? Ai-je répondu froidement. Dans quel contexte est-il approprié de planifier de droguer sa propre mère? J'ai diffusé le deuxième enregistrement. Celui où Gisèle parlait des somnifères que Daniel avait obtenus. La réaction du public dans le studio fut audible, des murmures d'indignation, des soupirs d'horreur. Gisèle a tenté de se défendre. Ces enregistrements sont illégaux. Ils ont été obtenus sans mon consentement. L'avocat qu'elle avait engagé semblait de plus en plus mal à l'aise. Gisèle, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux pour la première fois. Pourquoi ne parles-tu pas à Anaïs du docteur Candeya? Qui a falsifié mon certificat médical? Ou des 200 € que vous lui avez payés pour qu'il déclare que je souffre de démence sénile? Anaïs a interrompu. Avez-vous des preuves de ces documents falsifiés? Maître Dubois, qui était présent en tant que mon représentant légal, s'est approché du micro. Nous avons le certificat original signé par le docteur Robert Candeya, qui a perdu sa licence médicale il y a 2 ans pour le même type de crime.
Nous avons également des enregistrements où Monsieur Daniel Matos admet avoir payé pour ce document. Il a montré le faux certificat sur les écrans géants du studio. Et Anaïs l'a lu à voix haute. Je certifie que Madame Céline de Lavigne souffre d'une démence sénile avancée, avec des épisodes d'agressivité qui la rendent incapable de prendre des décisions concernant son propre bien-être. Le public dans le studio a commencé à murmurer plus fort. Certains ont crié « Quelle horreur ! C'est une criminelle !» Gisèle était complètement défaite. Mais elle a fait une dernière tentative désespérée. Tout ça, c'est une vengeance parce que je ne lui donne pas d'argent. Elle a toujours été une femme pleine de ressentiment. C'était le moment que j'attendais. J'ai pris les relevés bancaires et je les ai tendus à Anaïs. Anaïs, voici mes relevés bancaires. Comme vous pouvez le voir, j'ai 105 000 € d'économie. Je n'ai jamais demandé d'argent à ma fille. En fait, pendant 35 ans, c'est moi qui lui en ai donné. Anaïs a examiné les documents avec une expression de stupéfaction. En effet, il est indiqué ici que Madame de Lavigne a un patrimoine considérable. Pourquoi avez-vous gardé cela secret? Parce que je voulais être sûre que ma fille m'aimait pour qui j'étais. Pas pour ce que j'avais. Quelle tragique ironie. Elle a planifié de voler exactement ce que j'essayais de protéger. Gisèle s'est complètement effondrée. Les larmes qui coulaient sur son visage n'étaient plus feintes, mais bien réelles. Des larmes de désespoir. Maman. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Tu ne voulais pas que ça aille aussi loin? Ma voix s'est élevée pour la première fois. Planifier de me droguer? Ce n'était pas aller loin? Falsifier des documents médicaux? Ce n'était pas aller loin? Prévoir de m'interner dans une maison de retraite où l'on maltraite les personnes âgées? Ce n'était pas aller loin? L'émission était devenue l'événement télévisuel de l'année. Les réseaux sociaux explosaient de commentaires de soutien pour moi et de condamnation pour Gisèle. Anaïs a posé la question finale. Celle qui allait définir la conclusion de notre histoire. Madame de Lavigne? Après tout cela? Pouvez-vous pardonner à votre fille? La question que j'avais évitée toute la semaine. J'ai regardé Gisèle. Cette femme de 35 ans. Qui avait été mon bébé? Ma petite fille. Mon adolescente rebelle. Ma fierté et ma joie. J'ai regardé cette étrangère qui portait son visage. Et j'ai finalement dit les mots qui allaient sceller notre destin pour toujours. J'ai observé Gisèle un long moment. Voyant dans ses yeux le reflet de la jeune fille qu'elle avait été et le monstre qu'elle était devenue. Ma voix est sortie. Claire et ferme. Sans une once de doute. Anaïs. J'ai beaucoup réfléchi à cette question ces dernières semaines. Le pardon est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui se donne quand il y a un repentir sincère? Quand il y a une reconnaissance du mal causé? Quand il y a une réelle volonté de changer? Gisèle a levé les yeux. Une lueur d'espoir dans le regard. Mais ce que je vois chez ma fille? Ai-je continué? Ce n'est pas du repentir? C'est de la colère d'avoir été découverte. Elle ne regrette pas d'avoir planifié de me droguer. Elle est en colère que ça n'ait pas marché. Elle ne regrette pas les faux documents. Elle regrette que nous les ayons découverts. Elle ne ressent aucune culpabilité à l'idée de vouloir m'enfermer dans un endroit horrible. Elle ressent de la rage parce que son plan parfait s'est effondré. Les caméras captaient chaque geste, chaque expression. Le public était complètement silencieux, suspendu à mes lèvres. C'est pourquoi. Anaïs? Ma réponse est non. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas sa faute. Je ne peux pas pardonner 35 ans de mensonges déguisés en amour. Et je ne peux certainement pas pardonner à quelqu'un qui était prêt à détruire ma vie pour financer ses vacances. Gisèle a explosé.
Tu es une vieille femme rancunière. Tu as toujours tout manipulé. Je te déteste. J'aurais dû te faire interner quand j'en avais l'occasion. Ces mots ont résonné dans tout le studio comme le rugissement d'une bête blessée. Mais au lieu de me blesser, ils m'ont procuré une étrange sensation de paix. Elle venait enfin de montrer son vrai visage à des millions de personnes. Anaïs a saisi l'occasion. Mademoiselle de Lavigne, venez-vous réellement de dire que vous auriez souhaité interner votre mère? Gisèle a réalisé ce qu'elle venait de dire. Mais il était trop tard. Les hashtags Gisèle le monstre et Justice pour Céline sont devenus des tendances mondiales en quelques minutes. Je ne voulais pas dire ça. Si. Tu voulais dire exactement ça. Ma fille. Ai-je dit doucement. Et maintenant? Le monde entier sait qui tu es vraiment. Je me suis levée de ma chaise avec une dignité que j'avais retrouvée après des décennies à l'avoir perdue. Anaïs? Je voudrais profiter de cette occasion pour envoyer un message à toutes les mères qui nous regardent. Ne vous laissez pas maltraiter par amour. N'acceptez pas l'abus déguisé en affection filiale. Et surtout, ne sacrifiez pas votre bien-être pour des enfants qui ne valorisent pas vos sacrifices. Le public s'est levé et a commencé à applaudir. C'était un applaudissement qui venait de l'âme de personnes qui avaient reconnu leur propre histoire dans la mienne. Et pour les enfants qui nous regardent? Ai-je ajouté, ma voix portant au-dessus des applaudissements. Vos parents ne sont pas des distributeurs automatiques de billets. Ils ne sont pas des obstacles à surmonter. Ce sont des êtres humains qui méritent le respect, un amour sincère et des soins dans leur vieillesse. Si vous ne pouvez pas leur donner cela, ayez au moins la décence de les laisser en paix. Gisèle continuait de pleurer. Mais elle semblait maintenant plus petite, plus pathétique. Son avocat lui murmurait à l'oreille, lui conseillant probablement de ne plus rien dire. Anaïs a conclu l'émission. Ce cas nous laisse avec de profondes réflexions sur les liens familiaux, la cupidité et l'importance de valoriser nos aînés. Le procès de Gisèle de Lavigne et Daniel Matos débutera lundi prochain. Quand la diffusion s'est terminée, j'ai été entourée par des journalistes, des producteurs et des gens ordinaires qui voulaient me serrer la main. Mais je ne voulais qu'une chose, rentrer chez moi et commencer ma nouvelle vie. Le procès, qui a débuté le lundi suivant, a été rapide et sans appel. Avec toutes les preuves que nous avions rassemblées et l'aveu public de Gisèle à la télévision, le verdict était inévitable. Gisèle a été condamnée à 5 ans de prison ferme pour complot en vue d'une escroquerie, falsification de documents, tentative de séquestration aggravée et abus de faiblesse. Daniel a écopé de 4 ans pour les mêmes crimes. Ils ont également dû faire face à des poursuites civiles qui les ont laissés en faillite totale. La résidence Les Mimosas a été fermée définitivement après que notre enquête a mis en lumière des décennies d'abus et de négligence systémique. Mais la véritable justice, pour moi, est venue après. Elle est venue lorsque j'ai décidé de ce que j'allais faire de ma nouvelle liberté et de mon argent. J'ai vendu mon petit appartement de la Croix-Rousse à Lyon. Ce lieu rempli de souvenirs doux amers. Avec cet argent, ajouté à mon héritage, j'ai acheté une charmante petite maison en Provence. Près d'Aix-en-Provence. Une maison avec des volets bleus et un jardin assez grand pour que je puisse y planter toutes les fleurs que j'avais toujours voulu avoir. Chaque matin, je me réveille sans ce nœud à l'estomac que je ressentais quand j'allais rendre visite à Gisèle. Je me réveille au son des cigales, avec l'odeur du romarin et de la lavande qui flotte dans l'air. J'aurais pu simplement profiter de ma retraite paisible. J'aurais pu oublier le passé et me concentrer sur mon jardin. Mais je ne pouvais pas. L'histoire de la grand-mère de Valérie, celle de la dame à la télévision, toutes ces histoires de parents trahis résonnaient en moi. Je ne pouvais pas rester inactive. Avec l'aide de Maître Dubois, j'ai créé une fondation que j'ai appelée Les Mères oubliées. Notre mission,
Aider les personnes âgées victimes d'abus familiaux. Nous avons commencé modestement, avec un simple numéro de téléphone et une petite aide juridique. Mais l'histoire de mon procès, largement médiatisée, a fait de notre fondation un symbole d'espoir. En 2 ans, nous avons aidé plus de 200 cas similaires aux miens. Nous offrons une assistance juridique gratuite, un soutien psychologique et un hébergement temporaire pour ceux qui doivent fuir leur propre maison. Valérie, qui est devenue mon amie la plus proche, a quitté son emploi dans le marketing pour travailler à plein temps avec moi. Son courage de s'exposer et de m'aider a non seulement sauvé ma vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Elle est la directrice des opérations, le cœur battant de notre organisation. Maître Dubois continue d'être notre avocat, mais il est aussi devenu un ami cher. Parfois, nous dînons ensemble, et nous nous souvenons de ces jours intenses où nous planifions la chute de Gisèle. Il dit toujours que mon cas a été le plus satisfaisant de sa carrière. 2 ans se sont écoulés depuis cet après-midi terrible où j'ai reçu le mot de Valérie. Gisèle est toujours en prison. Je n'ai eu aucun contact avec elle. On m'a dit qu'elle avait tenté de m'écrire plusieurs lettres. Mais je les ai toutes renvoyées sans les ouvrir. Certaines blessures sont trop profondes pour cicatriser. Le pardon ne peut pas être accordé par simple devoir. Il doit être mérité. Et Gisèle n'a jamais montré le moindre signe de remords authentique. Seulement du regret d'avoir été prise. La semaine dernière, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une femme d'une 50aine d'années, en larmes au téléphone. Madame de Lavigne, je viens de découvrir que mon fils prévoit de me faire interner pour récupérer ma maison. J'ai vu votre histoire aux informations et j'ai su que vous pouviez m'aider. Je lui ai donné toutes les informations de notre fondation et je l'ai calmé. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez plus jamais seul. Ces appels arrivent chaque semaine. Des mères, des pères, des grands-parents qui découvrent les trahisons de leurs propres enfants. Chaque histoire me brise le cœur, mais elle me rappelle aussi pourquoi mon expérience devait être publique. Pourquoi je devais transformer ma douleur en un but. Hier, en arrosant mes roses, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais vécu. Je ne regrette pas d'avoir exposé Gisèle. Je ne regrette pas d'avoir mis fin à la vie qu'elle connaissait. Et je ne regrette certainement pas d'avoir trouvé le courage de me défendre. Pendant des décennies, j'ai été la mère dévouée qui donnait tout sans rien demander en retour. J'étais la femme qui faisait passer les autres avant elle-même, qui sacrifiait son bonheur pour une fille qui la méprisait secrètement. Mais cette femme est morte le jour où j'ai lu le mot de Valérie. Celle qui est née à sa place est plus forte, plus sage, et infiniment plus libre. On me demande parfois si Gisèle me manque. La réponse est complexe. La fille que je pensais avoir me manque. La petite fille aux boucles brunes qui riait en mangeant de la glace. L'adolescente qui me racontait ses secrets tard dans la nuit. Cette fille-là me manque terriblement. Mais je ne peux pas regretter quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé. La Gisèle que j'aimais était une illusion. Une performance parfaite qui a duré 35 ans. La vraie Gisèle. Celle qui planifiait de me droguer et de voler mes biens. Celle-là n'a jamais été ma fille. C'était une étrangère qui partageait mon sang. Mais pas mon cœur. Ce matin, assise dans mon nouveau jardin, sirotant mon café dans une tasse en porcelaine que j'ai choisie moi-même, je me sens plus en paix que je ne l'ai été depuis des décennies. J'ai 70 ans maintenant, mais je ne me suis jamais sentie aussi jeune. J'ai de l'énergie pour aider les autres, une passion pour mon travail à la fondation et, pour la première fois de ma vie, du temps pour moi. Je ne regrette pas de l'avoir élevé seule. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la gentillesse ne doit jamais être pratiquée au détriment de l'autodestruction. Et si Gisèle entend ceci depuis sa cellule, je veux qu'elle sache que
D'une manière étrange et tordue. Je la remercie. Elle m'a libérée d'une vie de mensonges. Elle m'a montré qui j'étais vraiment. Et m'a donné l'opportunité de devenir la femme que j'aurais toujours dû être. Une femme qui n'accepte pas les miettes déguisées en amour. Une femme qui ne tolère pas l'abus familial. Une femme qui sait qu'elle mérite le respect, la dignité et la paix dans ces années dorées. C'est ce que je suis maintenant. Et pour la première fois en 70 ans, je suis complètement fière de qui je suis. L'histoire s'est terminée exactement comme elle le devait, avec la vérité qui triomphe, la justice qui prévaut, et une mère trahie qui trouve enfin sa liberté. Comme le dit le proverbe, tel est prix qui croyait prendre. Mon nouveau rituel du mardi n'implique plus un trajet en bus angoissant vers une maison froide et sans âme. Désormais, chaque mardi, Valérie et moi nous retrouvons au marché local d'Aix-en-Provence. Nous nous promenons parmi les étals colorés, respirant les parfums de melon, de fromage de chèvre et d'olive. Nous achetons des légumes frais pour le déjeuner. Nous bavardons avec les marchands. Nous rions. C'est simple. C'est paisible. C'est réel. La semaine dernière, alors que nous étions assises à la terrasse d'un café, savourant un verre de rosé frais, une lettre est arrivée pour moi. L'adresse de l'expéditeur était celle du centre pénitentiaire où Gisèle est incarcérée. Mon cœur a eu un léger soubresaut. Un écho fantôme de l'ancienne douleur. Il y a 2 ans, une telle lettre aurait ruiné ma journée. Peut-être même ma semaine. J'aurais tremblé en l'ouvrant. Angoissée par les mots qu'elle contenait, des excuses manipulatrices ou des insultes venimeuses. Valérie a vu la lettre et a posé sa main sur la mienne. Vous voulez que je la lise pour vous? J'ai secoué la tête. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai regardée un instant. Puis, sans l'ouvrir, je l'ai déchirée en 4 morceaux et je les ai laissés tomber dans la petite poubelle à côté de notre table. Je n'ai pas besoin de lire ces mots, ai-je dit. Et j'ai ressenti une immense vague de soulagement. Ma paix ne dépend plus d'elle. Elle ne dépend plus de son repentir ou de sa haine. Ma paix est à moi. Et je ne la laisserai plus jamais personne la perturber. Valérie m'a souri. Un sourire sincère et admiratif. Vous êtes la femme la plus forte que je connaisse. Céline. Non. Ai-je répondu en levant mon verre. J'ai juste appris. Un peu tard. Que l'amour de soi est le seul amour qui ne vous trahit jamais. Ah ça. Ah ça. A-t-elle répété. Et nos verres se sont entrechoqués dans un tintement joyeux. Le travail à la fondation est exigeant mais incroyablement gratifiant. Chaque cas est une nouvelle blessure à panser. Une nouvelle bataille à mener. Il y a des jours où la cruauté que nous découvrons me pèse. Des fils qui volent la retraite de leurs parents pour payer leurs dettes de jeu. Des filles qui isolent leur mère pour la faire déclarer incompétente. Des familles entières qui conspirent pour se débarrasser d'un aîné jugé encombrant. Mais pour chaque histoire terrible, il y a une victoire. Une dame de 80 ans qui récupère sa maison. Un homme de 75 ans qui obtient une ordonnance restrictive contre son fils violent. Une femme qui, grâce à notre soutien, trouve le courage de porter plainte et de recommencer sa vie. Ce sont ces moments qui nous donnent, à Valérie et à moi, la force de continuer. Je suis devenue la mère que j'aurais aimé avoir à mes côtés pendant mes moments les plus sombres, une protectrice, une guerrière. Parfois, la nuit, quand le silence de ma maison provençale est seulement rompu par le chant des grillons, je pense encore à Gisèle. Je ne pense pas à la femme en prison, mais à la petite fille que j'ai tenue dans mes bras. Je me demande à quel moment précis le chemin a dévié. Était-ce une graine de méchanceté qui a toujours été en elle? Ou est-ce moi? Dans mon désir aveugle de lui donner tout ce que je n'avais pas eu.
Qui ait créé un monstre d'égoïsme? Ce sont des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse. Et j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris que l'on ne peut pas refaire le passé. On peut seulement décider de ce que l'on fait avec le présent. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Mes cheveux sont complètement blancs. Mes mains, qui ont passé une vie à coudre, sont maintenant couvertes de terre de mon jardin. Elles ne sont plus les mains qui servaient et sacrifiaient, mais les mains qui créent et qui nourrissent. Je plante des roses. Je cultive des tomates. Je soigne mes lavandes. Mon jardin est mon sanctuaire. Un lieu où tout ce que je plante grandit avec amour et gratitude. Un contraste saisissant avec la seule graine que j'ai plantée dans ma vie et qui a produit des fruits empoisonnés. Il y a un miroir dans l'entrée de ma nouvelle maison. Il est accroché en face d'une fenêtre qui donne sur le jardin. Chaque fois que je passe devant, je vois mon reflet baigné de lumière. Je ne vois plus la femme fatiguée et invisible de mon vieil appartement de Lyon. Je vois une femme avec des rides de rire autour des yeux. Je vois une femme dont le regard est clair et direct. Je vois une femme qui a survécu à la pire des trahisons et qui en est sortie non pas brisée, mais entière. Mon histoire n'est pas une tragédie. C'est une histoire de renaissance. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais trop tard pour exiger le respect. Il n'est jamais trop tard pour trouver un nouveau but. Un nouvel amour. Une nouvelle famille, celle que l'on choisit. Valérie est plus une fille pour moi que Gisèle ne l'a jamais été. Nos liens ne sont pas faits de sang, mais de respect mutuel, de loyauté et d'une affection sincère. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Gisèle sortira de prison dans quelques années. Peut-être essaiera-t-elle de me recontacter. Peut-être pas. Mais cela n'a plus d'importance. Sa vie est la sienne. Et la mienne est enfin la mienne. Le cordon qui nous liait. Un cordon fait de culpabilité, de devoir et d'amour à sens unique, a été coupé pour toujours. Ce soir, le soleil se couche sur les collines de Provence, peignant le ciel de teintes roses et oranges. Je suis assise sur ma terrasse, un verre de vin à la main, mon chat endormi sur mes genoux. Le téléphone de la fondation est silencieux pour le moment. Mon jardin est en paix. Mon cœur est en paix. Et pour la première fois de ma vie, je ne suis plus définie comme la mère de Gisèle. Je suis simplement Céline. Et c'est amplement suffisant.